Bonsoir à toutes et à tous. Donc, désolé de ce petit retard. Donc bienvenue à ce conseil municipal du mois de mai. On va pouvoir commencer tout de suite, avant d'écouter Loris Scarpa, par approuver le compte-rendu du dernier conseil municipal. Avant, je vais donner les pouvoirs, excusez-moi. Lucie Nivol donne pouvoir à Benjamin Gastalnello. Philippe Thiévot donne pouvoir à Chantal Nélaton. Philippe Latour donne pouvoir à Corinne Tirard. Morgane Gallier donne pouvoir à Hélène Pégou. Et Sevgi Pinarbazi donne pouvoir à Besma Caron. Approbation, excusez-moi, du compte-rendu du conseil municipal du 7 mars dernier. Est-ce qu'il y a des questions sur ce compte-rendu? Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. On va pouvoir tout de suite laisser parler. Alors, juste avant de laisser la parole à Loris, vous avez vu que ce soir, on a un équipement top avec les micros col de cygne. Donc, je vais vous redire un petit peu comment ça fonctionne. Quand on veut parler, il suffit d'appuyer sur off, tout simplement. Ça s'allume en rouge, c'est parti. On parle à une 15-20 cm du micro. Il n'y a pas de souci, c'est audible, ça fonctionne bien. Ne pas mettre les téléphones à proximité, parce que sinon ça c'est catastrophique. Il semblait que c'était ça le sujet le plus important. Et puis ne pas forcément toucher le micro quand on parle, parce que voilà ce que ça fait, et c'est désagréable et ça ne sert à rien. Donc voilà, tout simplement un nouvel équipement qui nous permet aussi d'avoir une meilleure retranscription pour tout le monde sur Internet et sur YouTube. On laisse la parole à Loris pour le déroulé du dernier mois. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme on a pris l'habitude, on va faire un petit bilan des actions municipales qu'il y a eu depuis le dernier conseil, et puis aussi les événements qui vont arriver jusqu'au prochain. Donc, tout d'abord, on va voir à l'ordre du jour, notamment concernant la commission finances, donc à voter pour une demande de garantie d'un crédit par un bailleur social, donc qui est SDH, à une hauteur de 40% pour la commune, pour une rénovation donc, qui se trouve à Fithieux, donc la résidence Les Molières. Donc les 60% restants ont été demandés en garantie à la communauté de communes. Donc il y a d'usage de voter pour garantir ces crédits. On va également voter aussi pour une régularisation du budget communal 2022 qui avait été voté précédemment. Donc il y a quelques ajustements comptables à effectuer compte tenu des investissements prévus et qu'on va devoir déplacer sur d'autres secteurs. Côté ressources humaines, donc on a eu la démission d'un conseiller délégué, donc monsieur Jean-Luc Traversat. On va devoir également donc voter pour l'élection en remplacement de madame Pascale Imbert, si présente, donc en qualité de conseillère municipale. Et on aura également une requalification de poste d'un agent, donc une promotion en interne. Au niveau du social et CCAS, la commission donc, qui a été refondue en une seule commission, donc avant il y avait le social et le CCAS en deux commissions séparées, donc maintenant ça ne sera plus qu'une. Elle travaille actuellement donc, sur l'élaboration du chéquier jeune, qui est en fin de préparation, donc il y a une douzaine de partenaires locaux actuellement. On a également, donc, avec l'actualité des familles ukrainiennes qui ont été hébergées donc, par des habitants des Abrans Dauphinés. Et il y en a une notamment qui va devenir locataire. Elle va être accompagnée donc, dans son installation par le CCAS. Et ça serait pour un logement donc, au-dessus de la perception. On a l'action concernant la bourse au permis donc, pour les jeunes des Abrans Dauphinés qui continue. Et là, on a eu deux postulantes, donc deux jeunes lycéennes. Et ensuite, la commission aussi travaille toujours donc, pour nos aînés. Donc, des rencontres sont prévues avec des nouvelles propositions donc, pour les aider au mieux dans leur retraite. Pour les affaires scolaires, donc, la commission poursuit toujours ses visites donc, dans les restaurants scolaires avec des visites des élus afin de coller au mieux aux problèmes, contraintes qu'il puisse y avoir avec les enfants, le personnel, et de pouvoir au mieux répondre à ces problèmes. Il y a les animations de Pâques et de Carnaval qui ont lieu dans les restaurants également.
Et il y a une commission qui va avoir lieu donc à la fin du mois. Ça concerne en fait toutes les mesures anti-gaspillage. Donc il y aura des élèves qui ont été élus donc au conseil municipal des enfants, donc qui seront invités donc par école, avec une préparation des fêtes de fin d'année et donc aussi la lutte pour le gaspillage. Les inscriptions scolaires ont commencé aussi donc pour la rentrée 2022. On a également aussi à noter donc, que le plan de relance numérique donc, qui a été subventionné par l'État donc, est en cours d'installation. Donc, ça concerne les écoles de Tabarly, de Tazief et l'école du Macle. Donc, les services informatiques des Vals du Dauphiné s'occupent de l'installation. Et ensuite, quand ça sera finalisé, donc, on fera le point sur les équipements urgents à faire dans les autres écoles. Il y aura également au mois de mai donc, les visites des délégués départementaux de l'éducation nationale donc, qui vont intervenir dans les écoles afin de faire un petit point de la situation. Donc, ils sont chargés de regarder au niveau de l'hygiène, de la propreté des locaux, etc., du fonctionnement global de l'école et de voir si tout est en règle et tout est respecté. Et ensuite, derrière, il y aura les maires et les adjoints pour le scolaire qui feront un bilan avec ces délégués départementaux. Donc ça se déroulera le 6 mai aux Abrets, le 5 à la Bâtie et le 13 à Fitilleux. Et du coup, le bilan, ça sera le samedi qui suit, le samedi 15. Samedi 14, pardon. On a également donc un travail transversal avec la commission travaux. Il y a les travaux à l'école du MAC qui sont en train de se finaliser et la clôture et le portail qui vont être posés des réceptions. Avec le problème de la guerre en Ukraine, forcément il y a des problèmes d'acheminement, d'approvisionnement. Et on aura également un plan d'aménagement donc, pour la voirie, pour la route du MAC qui a été présenté, qui a été validé en commission, donc les travaux ne sont pas encore déroulés. On a également pour l'école Tazief, les travaux donc, ont commencé, la démolition du préau et du mur extérieur qui donnait sur la rue Léo-Lagrange. Il y a un flyer qui va être distribué donc, afin d'informer au mieux les habitants, les usagers et les riverains. Et la commission donc, a validé aussi un projet d'aménagement de la cour et de la rue donc, afin de permettre une ouverture de cet espace en dehors du temps scolaire et de répondre aux objectifs du projet E3D de l'école. Donc là, on avait la démolition du mur extérieur et là, il y a le préau qui a été démoli. Enfin, concernant la vie locale, donc, on va avoir des cérémonies donc, au mois de mai. Donc le 8 mai, tout d'abord, aux Abrets, donc à 10h30, il y aura donc la présence des élus du conseil municipal des enfants qui seront présents, les élus bien évidemment adultes, et des élèves, avec aussi l'intervention donc de l'harmonie des tisserands et des pompiers des Abrets. Après la cérémonie, il y aura également un repas donc, avec les anciens combattants, ainsi qu'une exposition sur la Seconde Guerre mondiale. Le 18 juin, la cérémonie du 18 juin se déroulera aux Abrets, pour le 14 juillet à Fitilleux et pour le 11 novembre à la Bâtie d'Ivisa. À noter également que pour l'année 2023 et les années qui en découleront, donc les cérémonies seront dans chacun des quartiers des Abrets en Dauphiné et elles seront définies à l'avance. La commission vie locale travaille aussi en ce moment sur la fête de la musique du 21 juin et des jeux intervillages. Passons à la culture. Donc la commission culture poursuit son travail sur l'écriture d'un livre sur les Abrets en Dauphiné. Elle est en partenariat avec les associations patrimoniales de la commune. Donc l'objectif, c'est une fin de rédaction à la mi de l'année prochaine, donc mi-2023. On fait aussi un petit appel, aussi on en profite. Si des habitants ont des photos, des cartes postales ou des documents anciens qui pourraient aider donc, cette commission à travailler sur ce projet, eh ben, ils sont les bienvenus et il faudra se rapprocher donc, de Madame Ferlet, donc, qui est chargée de communication, ou de Madame Corinne Tirard, qui est adjointe à la culture.
On a également aussi à noter donc, les balades commentées qui reprennent, donc animées par Laurence Pinzetta. On aura le 14 mai donc, une balade commentée à Fitilleux. Et le 27 mai, ça sera à l'église de la Bâtie d'Ivisin. Ensuite, on aura une semaine aussi avec des arts abrésiens, donc organisée avec l'association Cogito Ergo Sum. Donc on aura une dizaine en fait de petits spectacles qui permettront de satisfaire tous les publics. Donc ça sera du 17 au 21 mai. On est sur plusieurs lieux aussi des Abrans en Dauphiné. Il ne faut pas hésiter, il y aura le programme qui sortira aussi dans les boîtes aux lettres accompagné du journal Comme une Nouvelle. Aujourd'hui, il est déjà disponible en mairie. Et du coup, c'est le travail avec la communication, donc la rédaction du journal prochain, donc Comme une Nouvelle, qui sera distribué à compter du 9 mai, donc avec l'agenda culturel qui en découle. Voilà, je vous remercie. Voilà, donc sur le dernier point au niveau communication et culture, on a souhaité, pour pouvoir parfaire un petit peu les outils de communication, d'éditer un planning qui sera lié cette année avec le Commune Nouvelle dans sa distribution, où il y aura un agenda format A5, avec évidemment des articles imagés des artistes et des compagnies qui viendront nous présenter leurs œuvres tout au long de l'année pour que les habitants puissent se rendre compte et savoir à quel moment et à quel endroit ont lieu ces activités. Merci. Je revenais également sur la famille ukrainienne qui donc est sur le territoire maintenant depuis 2 mois bientôt, qui a été installée donc chez des généreux privés qui ont laissé une maison d'habitation à disposition pour cette famille. Aujourd'hui, comme on en avait pu en parler lors des précédents conseils, et notamment ceux qui étaient le plus proches de ces débuts de crise, la commune souhaite prendre sa part et jouer son rôle. Donc il semblait intéressant aujourd'hui de pouvoir stabiliser ces personnes, et notamment les stabiliser dans un logement communal qui est possiblement prévu à cet effet, qui est en train d'être équipé par l'équipe sociale CCAS pour pouvoir recevoir dans un premier temps ces familles qui ont une ouverture au droit. D'ailleurs, cette famille composée de la maman, et de la jeune fille qui est scolarisée pour la jeune fille au lycée Licartan à la Tour du Pin, et pour la maman qui travaille aujourd'hui sur le territoire national, parce que les droits permettent à ces personnes, comme tout ressortissant européen, de travailler, bien qu'ils ne soient pas partie intégrante de l'Europe, mais permet à ces personnes de travailler sur le territoire, et puis également d'avoir des droits au logement, et donc de rentrer dans une vie, on va dire, plus simple et officielle en France. Donc la commune prend sa part, remercie bien évidemment la famille qui a œuvré jusqu'ici pour accueillir ces personnes, et puis aujourd'hui c'est au tour de la commune, et j'espère que tout le monde s'en satisfera. Première délibération, alors on ne vote pas, on installe un nouveau conseiller municipal. Alors Jean-Luc Traversa, qui était avec nous lors de ces précédents mois, qui a déménagé aujourd'hui, qui est retourné à ses sources en montagne, et qui d'ailleurs a eu un accident assez grave ces derniers temps, pour information. Donc on lui souhaite bien évidemment un prompt rétablissement. Voilà, un accident de la vie domestique qui a été assez tragique, mais qui finalement se termine bien. Donc on lui souhaite prompt rétablissement. Puis on le remercie aussi énormément d'avoir œuvré avec nous sur ce début de mandature, parce qu'au même titre qu'on peut remercier Lucie Nivol, on peut bien évidemment remercier Jean-Luc Traversa d'avoir bossé et d'avoir pu amener à cette solution qui a été le médecin municipal, et dont il a fait partie de la commission et sur lequel il a beaucoup travaillé. Comme il peut le stipuler sur sa lettre de démission, ma participation avec nos colistiers restera une expérience enrichissante. Nous avons réalisé l'ouverture de la maison communale de santé. C'était le principal objectif qui avait motivé mon engagement à vos côtés. Donc on ne peut que le remercier de cela. Et dans la foulée, nous accueillons et nous installons ce soir Pascal Imbert, qui a été élu au mandat précédent à Fitilieu et ensuite aux Abrans en Dauphiné, et donc quelqu'un d'expérience qui va venir nous renforcer pour cette continuité de mandat. On l'accueille, Pascal Imbert, merci d'être présente ce soir. Vente de terrain
Au syndicat des eaux, nous avons un petit bout de terrain à régulariser pour vendre au syndicat des eaux. Hop, je reprends ma fiche correctement. Dans le cadre des travaux de mise en conformité du réseau d'assainissement, notamment sur le secteur de Fitilieu, le syndicat des eaux a construit un poste de refoulement sur une parcelle communale qu'il convient désormais de rétrocéder à ce dit syndicat. La parcelle est située lieu-dit Pré-Radin et la surface nécessaire à rétrocéder est d'environ 175 mètres carrés. Si je ne m'abuse, c'est en bas de la Catelière. C'est ça? On est d'accord. Donc nous rétrocédons habituellement ces parcelles qui sont communales et que l'on redonne au syndicat, que l'on vend au syndicat, excusez-moi, que l'on cède à l'euro symbolique. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Le lieu, c'est le long de la voie ferrée. C'est pas là où vous aviez votre ancienne station d'épuration, non? C'est une pompe de relevage qui avait été installée lors des travaux de tout à l'égout, qui est située, comment vous expliquez ça? Il y a l'église, vous continuez direction Saint-André, vous prenez à gauche, juste après la Catelière, vous descendez tout en bas et c'est là. Voilà. Il n'y a pas énormément de maisons là-bas. Hein. Voilà. Des questions? Quelqu'un s'oppose à cette vente? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 3. Vente d'un local d'activité professionnelle, les balcons de Fitilieu. Nous avons acheté il y a quelque temps le bâtiment situé juste à côté de la boulangerie. Nous avons donc acquis le rez-de-chaussée qui a une surface totale, me semble-t-il, de 190 mètres carrés. Et il était convenu d'y installer la vocation, la future vocation de ce pourquoi avait été construit ce bâtiment, qui était un bar-restaurant, mais à côté également une petite cellule commerciale ou libérale qui pouvait être proposée à la vente. Il y a, comme vous n'êtes pas censé l'ignorer, des infirmières à Fitilieu qui sont juste en face de ce bâtiment, voilà, qui souhaitent acquérir un bien et pérenniser leur activité sur la commune. À partir de là, les élus et la commission en charge étaient plutôt OK pour pouvoir vendre cette cellule, cette partie qu'il a fallu cloisonner, qu'il a fallu aménager un quelque peu auprès de ces personnes. Pour ces personnes, excusez-moi. Et donc la commune a proposé un prix de 1 500 € hors taxe le mètre carré, car elle a été sujette à la TVA, vu qu'on l'a passé, enfin la commune est sujette à la TVA, vu qu'elle a été passée dans la vente. Je vous rappelle qu'à l'époque, nous avions délibéré pour le montant de l'acquisition, au prix des domaines, à un montant de 1 330 €, me semble-t-il. À cela, il a fallu rajouter l'ensemble des travaux que nous réalisons, que nous sommes en train de réaliser ou qu'on a déjà réalisé, et ce qui nous amène à un montant de 1 500 € hors taxe du mètre carré. Pour 46,16 mètres carrés, un montant total de 69 240 €. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Merci. Convention d'études et de veille foncière avec l'EPORA. Alors l'EPORA, pour que tout le monde puisse situer, c'est un organisme qui est public et qui s'occupe avec les communes, avec les intercommunalités, c'est souvent par des situations tripartites, des conventions tripartites, excusez-moi, qui s'occupent de réaliser le portage foncier pour les communes. À partir de là, il convient de délibérer sur un périmètre sur lequel l'EPORA, sur lequel donc cet organisme pourra travailler et intervenir avec la commune. Alors soit ils interviennent dans des situations d'études, soit ils interviennent dans des situations de portage foncier. Ils achètent pour le compte de la commune, conditionnent, reconditionnent, requalifient le terrain si besoin, et avec la commune sont chargés d'aller jusqu'à la finalité du projet souhaité par les élus. L'intérêt pour nous de pouvoir travailler avec ces organismes, justement, c'est de pouvoir avoir une vraie ambition foncière, une vraie ambition sur le foncier communal, à long terme, avec plusieurs années de recul, sur une volonté que l'on a de requalification de centre-ville, de centre-bourg, de terrain vagues ou autres. Aujourd'hui, pour
conventionner pour qu'excusez-moi, l'EPORA puisse travailler sur le garage azote, eh bien, il convient de délibérer pour accorder le droit, en tout cas signer la convention tripartite, signer avec l'EPORA, excusez-moi, la veille foncière dans cette stratégie de requalification du centre-bourg, et donc de proposer à l'EPORA de pouvoir porter l'acquisition pour la commune, et que la commune travaille ensuite sur son projet. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que c'est bien clair rapidement pour tout le monde? Voilà, il y a deux options. Soit la commune souhaite acquérir d'elle-même le fonds, l'achète, le retravaille, le revend, le loue, enfin fait ce qu'elle souhaite y faire. Soit elle passe par un organisme qui va porter, qui va travailler avec elle et qui va, au-delà de lui servir de banque, également trouver des solutions avec, pourquoi pas, des prestataires, des agences, des promoteurs, si on est dans un projet immobilier, ou alors des potentiels acheteurs, clients, ou entreprises qui souhaiteraient venir s'y installer. On peut le faire. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Alors, rapidement, appuie, Claire, sur le pause. Ouais. Oui, non, mais c'est pour qu'on entende à la... Donc voilà, Claire pose la question de savoir si on est capable de le faire en interne. Oui, on peut le faire en interne. Demain, on peut très bien décider d'acheter tout simplement le ténement et d'en faire ce que l'on veut. Alors, ce serait plutôt facile parce que, fondamentalement, on sait aujourd'hui où on veut aller. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir s'inscrire dans une requalification du quartier complet avec l'EPORA, plutôt que là, nous racheter en direct cette petite parcelle, peut-être demain, possiblement une autre qui pourrait sembler intéressante, mais qu'on ne va pas faire parce que c'est pas dans on ne l'a pas prévu budgétairement, on ne l'a pas prévu dans notre réflexion globale, et ça, c'est plutôt quelque chose qu'on va faire avec eux. Ça ne coûte aujourd'hui pas plus d'argent, vu qu'on sait à quel prix on achète et on sait quel prix on voulait y mettre. C'est une solution de portage pour pouvoir retravailler sur un plus long terme sur la requalification du quartier. C'est pour ça qu'on a souhaité travailler avec l'organisme pour pouvoir porter cette acquisition et ce projet. Voilà. En tout cas, ça ne nous coûtera pas plus cher à la fin qu'au début, pour le coup. Voilà, c'est surtout ça la question, parce qu'en effet, quelquefois, ça peut être le cas sur certains quartiers. 4 ans plus 1, 6 ans, excusez-moi. Oui, tout à fait. J'étais à la première ligne, 4 ans. Cette convention est signée pour une durée de 6 ans, à défaut de congé ou de demande de non-renouvellement formulée par l'une des parties. De fait, c'est une convention tripartite où l'intercommunalité également entre dans la danse parce que c'est elle qui a la compétence habitat et logement sur le territoire. On va attendre que Valérie Ingout revienne. Pas d'autres questions? Je pense que c'est un outil que les élus ont à disposition. Quand ils ont des projets clairs, où il y a une vraie vision, une visibilité, et surtout qu'il y a une volonté politique claire et affirmée dès le départ, cet organisme, il est là pour servir. Voilà. Quand on commence à utiliser cet organisme pour faire des portages fonciers que l'on ne pourrait pas faire sur la durée, une question pécuniaire, à partir de là, c'est autre chose, on réfléchit à plusieurs fois. Voilà. Donc là, c'est pas ce cas-là qui se présente. On a deux options, soit on signe nous-mêmes, on achète nous-mêmes, on porte ensuite les travaux, parce qu'il va falloir porter les travaux dans un second temps, la requalification des matériaux à traiter, et on bosse sur le projet et on finance par nous-mêmes ou passant par la casse-banque, soit on souhaite travailler avec quelqu'un qui sait faire pour le coup la requalification et qui va nous amener des outils. Je crois que là, c'est tout l'intérêt de pouvoir signer avec l'EPORA pour cette veille foncière. Qui s'oppose? Ah oui, pardon, bien sûr. Appuyez sur le bouton, Marie-Blanche. Juste sur le bouton. Là? Ouais, c'est parfait. Il faut que je lâche ou pas? Ouais, lâchez, c'est parfait. Non, mais je comprends très bien votre cabinet, là. Mais moi, je m'interroge toujours, ils sont payés comment, ces gens-là? C'est pas des mécènes? Alors, c'est un organisme public, hein.
Oui, mais il arrive un moment où quelqu'un les paye. Et sinon, C'est les impôts, c'est les impôts qui les payent. C'est encore un truc que les contribuables français Oui, vont payer. on cotise tous les ans à hauteur de 8 € par habitant. D'accord ? Et à quoi ça sert l'EPORA, donc établissement public d'opération Rhône-Alpes, de Ouest Rhône-Alpes, excusez-moi. Au départ, c'était un organisme, si je me souviens bien, qui venait de l'Ouest lyonnais, Saint-Étienne et tout ça. C'est parce qu'il y avait des énormes problèmes de requalification de friches industrielles. Ouais. Donc à partir de là, les élus ont souhaité mettre en place cet organe qui permettait, via les impôts, à hauteur de 8 € par an par habitant, eh bien, qui permettait de pouvoir porter, pour le compte des collectivités, le travail sur les friches. Parce que les communes, malheureusement, n'avaient pas forcément les fonds pour pouvoir racheter ces usines, racheter ces immeubles et racheter notamment sur des territoires qui étaient, pour le coup, très impactés par la désindustrialisation, excusez-moi. À partir de là, en 2014, l'EPORA a souhaité s'ouvrir, et donc s'ouvrir à l'ensemble du territoire rhône-alpin, notamment Ardèche, Nord-Isère, Isère, et on a eu les mêmes discussions à l'époque. On a dit, mais ça va coûter 8 € à l'habitant par an, quand même, pour pouvoir requalifier des friches. Et puis rapidement, quand on est entré dans la convention, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de travail à faire, beaucoup de friches à retraiter, et qui, pour la plupart, faute d'acquisition par les collectivités, avaient été acquis par des privés qui, pour certains, avaient fait des belles choses, et puis qui, pour certains, n'avaient pas fait des belles choses. Et malheureusement, les communes se retrouvaient tributaires de ces bailleurs privés, et en tout cas de ces propriétaires privés qui, finalement, louaient, en tout état de cause, comme c'était, et tout se passait plutôt très bien. Il n'y a aucune raison de rénover, de refaire. Donc quand ça se passe loin de chez soi, c'est pas forcément un souci. Quand on est en centre-bourg, qu'on a de l'habitation à côté, qu'on a une faune, qu'on a une flore, qu'on a tout ça, eh bien, ça posait beaucoup de questions. Donc l'EPORA, finalement, le jour où on a signé, les élus tiquaient un peu, et puis finalement, ils s'en sont servis énormément tout au long de leur mandat pour pouvoir trouver des solutions à cette problématique de désindustrialisation. D'ailleurs, pour le coup, c'est exactement ce qui se passe là sur la commune avec le garage azote, qui est quand même pas la chose la plus merveilleuse qu'on puisse disposer sur le territoire. On paye déjà, bien sûr. Oui, non, mais évidemment, tout le monde paye. Tout le monde paye, on a attaqué en 2014. Oui, toutes les communes. Comment ? Oui, tout à fait. Tous les habitants qui utilisent ou pas, toutes les communes, tous les contribuables communaux payent déjà depuis 2014. Donc finalement, on vient se servir d'un outil qui est à disposition. Voilà, tout à fait, très juste de préciser. Oui, ça je l'ai dit. Convention de veille avec les PORA. Oui, c'est un outil excusez-moi, Dominique dit un truc très juste, on vient mettre un levier, se servir potentiellement d'un levier. Aujourd'hui, c'est une convention de veille renforcée avec l'EPORA. C'est pas demain l'EPORA qui va acheter forcément demain. Voilà. En tout cas, pour les faire rentrer dans la discussion, et si demain l'acquisition doit passer par l'EPORA parce qu'on a une volonté de requalifier plus large, on a une volonté, de requalifier plus en profondeur le quartier et notamment le bien, et à partir de là, on peut se servir de l'outil. Et pour se servir de l'outil, il faut qu'on conventionne le lieu, le périmètre. Donc c'est sur cela qu'on délibère. En effet, c'est pas sur l'acquisition par l'EPORA du garage azote, c'est par faire entrer et signer une convention tripartite avec notamment l'EPORA, pour pouvoir réfléchir à cela. Je suis peut-être allé un petit peu vite en propos, mais disons qu'aujourd'hui, si on le fait, c'est parce qu'on estime que cet établissement pourra nous apporter des outils et des solutions pour cette acquisition. On est OK ? Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération numéro 5, et je vais passer la parole à Didier Buisson avec l'attribution du lot numéro 4 du marché de rénovation de l'école Tasief. Bonsoir. Donc, quand nous avons ouvert les plis des travaux de rénovation de l'école Tasief, deux lots, donc le lot 4, isolation par l'extérieur, façade, n'avait pas trouvé preneur, et le lot 7 aussi. Donc, nous avons consulté des entreprises pour ces deux lots. En lot 4, nous avons consulté ceux qui avaient répondu au marché de la Contessière.
Une société a répondu, c'est la société MDF, pour une estimation de 48 000 euros à 45 870,40 euros hors taxe. Là-dessus, on le voit plus bas, nous avons demandé une option, c'est-à-dire crépir le mur mitoyen qui est en béton. Une option qu'ils ont chiffrée à 8 729,50 euros hors taxe, une estimation qui nous paraît un peu élevée, après en avoir parlé avec l'architecte. Donc nous validerons que les 45 000, enfin que le marché d'isolation pour l'extérieur. Par contre, le lot de 7 métalleries, 2 entreprises ont été consultées. Pour le moment, nous n'avons aucune réponse. Bon, à savoir que le lot 7 ne retarde pas le chantier, tout comme le lot 4, parce que c'est des lots qui arrivent en fin de chantier, mais enfin bon. Le lot 7, on ne pourra pas s'en passer, donc il faudra quand même qu'on trouve qu'une entreprise se décide à répondre. Voilà. Donc, monsieur le maire, je vous laisse la délibération, prendre la délibération pour valider le lot 4. Question. Ouais, question. Vous Claire. avez questionné qui pour le serrurier? Pour Pardon. le serrurier, vous avez questionné qui? Alors, on a questionné, on a mis sur le site, pardon Didier, Ouais, vas-y, je te laisse. j'avance, on a mis sur le site de la commune, on a laissé l'architecte en parler à des serruriers qui connaissaient et avec qui il travaillait potentiellement, enfin en tout cas à toutes les personnes qui sont susceptibles de pouvoir connaître des serruriers de bonne qualité, si on peut, s'ils veulent répondre, c'est avec grand plaisir parce qu'aujourd'hui, on attend justement ces offres-là. Parce qu'il y en a sur Paladru ou Montferrat, quoi. Charge à eux de répondre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les lots n'ont Ouais, pas non, été... mais là, vous avez demandé, vous l'avez questionné, MDF, non? En fait, comme c'est infructueux, la commune peut Voilà. demander à des entreprises. Donc là, nous avons envoyé à plusieurs entreprises. Après, malheureusement, par exemple, comme pour la Comtessière, le lot serrurerie, il a presque fallu pleurer Oui. pour qu'un serrurier réponde. C'est malheureux à dire. Autant il y a une époque, les entreprises se battaient, autant en ce moment... Alors c'est vrai que le problème qu'il y a, c'est que la ferraille, les prix flambent de semaine en semaine. C'est peut-être pour ça aussi que les entreprises sont un peu réticentes à donner réponse au lot métallerie. Toujours est-il que, en plus de ce qui est passé sur le site de la commune, parce que bon, on ne peut pas non plus, on a sollicité des entreprises en direct, dont celle qui a répondu à la Comtessière, qui n'a toujours pas donné de réponse, plus une autre qui n'a toujours pas donné de réponse. Oui, parce que ça, c'est dans quel délai qu'elles vont avoir, qu'ils vont faire? Tant que pour le moment, ça ne retarde pas le chantier. Oui. Donc la serrurerie, ça arrive sur la fin, je ne me souviens plus exactement, il y a un peu de la décoration extérieure, des panneaux qui sont en découpe laser. Après, il y a un peu du garde-corps, tout ça. Donc, Non, mais ce que je veux dire, c'est dans 6 mois, 8 mois, c'est à ce moment-là qu'il faudra les questionner. de toute quoi. manière, je pense, non, d'ici 2 ou 3, Ah non. d'ici 2 mois maximum, il faudra que ce soit, Hein que ce soit tranché. De toute manière, l'architecte leur a laissé 3 semaines pour répondre. Oui, les entreprises ont été sollicitées. Aujourd'hui, certaines répondent, d'autres ne répondent pas. Non, mais toutes les entreprises ont été Et sollicitées. hein. quand on aura les prix, à partir de là, on pourra délibérer, enfin, on pourra retenir une entreprise et faire Ouais, une mais comme les proposition de prix délibération. évoluent beaucoup, il faut attendre. Comment? Je dis Alors, les non, prix. mais alors, de toute façon, c'est l'État, entre guillemets, et le Code des marchés publics a un peu réglé ce problème-là, parce qu'en effet, aujourd'hui, les prix fluctuent. Bah oui. Mais ils fluctuent depuis quand même 18 mois, 20 mois, toujours dans le même sens. Et plus on attend, plus ils continuent. Alors, si on délibère aujourd'hui sur la retenue du lot numéro 7, qu'on n'a pas, donc on ne peut pas le faire, mais en tout cas, même si on avait des offres et que l'une nous semblait pertinente et qu'on délibérait dessus, à partir de là, l'État prévoit, les marchés publics prévoient des outils pour faire en sorte que les prix soient réévalués selon le marché national et international. Hein. Évidemment, une entreprise qui viendrait aujourd'hui nous signer 10 euros du kilo, je sais pas, et qui demain se retrouve, elle, malheureusement, à acheter à 25, j'exagère fortement, mais pour grossir le trait, eh bien sûr, aurait une réévaluation de marché dans nos paiements de situation. Donc voilà, c'est ce qui se passe sur les marchés publics. Et d'ailleurs,
l'État et le ministère nous a envoyé une circulaire, le Premier ministre, pardon, avait envoyé une circulaire la semaine dernière, ou il y a 15 jours, pour nous préciser de bien jouer le jeu avec les entreprises qui en avaient vraiment besoin pour le coup, et de pas forcément être tatillon, parce que malheureusement, en effet, aujourd'hui, la matière est compliquée, et pour les sociétés, c'est très compliqué de pouvoir tenir des prix, de pouvoir tenir des délais, et de pouvoir tenir de la matière. Et je crois que le plus gros des problèmes, d'ailleurs, c'est surtout la matière. Donc voilà. Donc je vous propose, si vous êtes d'accord et qu'il n'y a pas d'autres questions, de délibérer pour l'attribution du lot numéro 4 du marché de rénovation de l'école Tasief, comme présenté par M. Buisson, isolation par l'extérieur du marché de rénovation extension du groupe Tasief à l'entreprise MDF pour un montant de 45 870,40 € hors taxe, sans l'option, chose qui change, sans l'option de façade extérieure. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Avenant au lot numéro 1, démolition, désamiantage du marché d'extension de rénovation de l'école Tasief. Je redonne la parole à Didier. Donc, chantier de l'école Tasief, toujours. Quand nous avons commencé les travaux de démolition, dans le cadre de la restructuration de la cour, de l'ouverture un peu de la cour, il a été décidé de raser le mur de clôture côté rue Léo-Lagrange, je crois. De raser entièrement ce mur, de manière à refaire quelque chose de plus moderne, de plus aéré. Donc nous avons demandé à l'entreprise de travaux publics, pendant qu'elle était sur place, celle qui était attributaire du lot, démolition des amiantages, de nous faire une proposition de prix et de faire les travaux pendant qu'ils étaient sur place, pour éviter de faire revenir les engins. Donc le marché initial était à 29 766 € TTC, il a été augmenté de 3 468 € TTC, soit 10% de plus. Il convient donc de valider cette hausse supplémentaire. À savoir que dans le marché, il avait été convenu aussi de raser les cheminées sur le toit qui n'étaient plus utilisées aujourd'hui. Mais ça, pour ça, elles reviendront plus tard. Donc si un jour vous voyez cette entreprise de démolition sur place, les cheminées étaient prévues dans le marché initial. La démolition des cheminées était prévue dans le marché initial. Monsieur le maire, je vous passe la parole. Des questions par rapport à cet avenant au lot numéro 1, démolition? Oui, Sandrine. Beaucoup d'amiante, il y avait le garage derrière où il y avait le minibus, enfin l'ambulance, de la Croix-Rouge. Ouais, Plus, ça, c'était un tour en fibrociment. C'est le seul amiante qui va. Et ça a été effectué. Il a été Ça a été effectué, disons, la société qui avait le lot démolition avait le désamiantage dans son lot, donc elle a procédé au désamiantage et après, ma foi, elle a démoli les bâtiments. Mais il y avait que ça comme amiante sur ce chantier-là. Le reste, le préau était couvert en tuiles. Puis le reste, c'était simplement des murs béton, donc pas de soucis, pas comme la Contessière où il y avait de l'amiante. Et on a encore trouvé des tuyaux qui étaient cachés dans les cloisons. Enfin, des petits morceaux. Je crois que la question était aussi, au-delà du préau, est-ce qu'il y a de l'amiante en plus dans l'école? Ah d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où le s'il y a diagamiante a d'autres été... endroits où il y a de l'amiante... Le diagamiante, on l'a pas mis en évidence dans le groupe scolaire, qui avait déjà reçu des rénovations intérieures. Voilà, qui a déjà été rénové. Avec le temps, alors je ne sais pas si... Alors, à savoir qu'aujourd'hui, quand on parle d'amiante, on va parler comme de la Contessière, ils vont trouver de l'amiante dans les mastiques des carreaux aux fenêtres. Ils vont trouver de l'amiante dans les cols de faïence. Ils vont trouver de l'amiante... ils trouvent de l'amiante, la colle pour coller la faïence, l'entreprise de désamiantage, il trouve de l'amiante là-dedans. Donc, après, il n'y a pas eu de diagnostic. Comme on ne touche pas le bâtiment existant, il n'y a pas eu de diagnostic amiante effectué. Il y a eu un diagnostic qui a été effectué, mais en tout cas, qui n'a pas révélé de choses particulières à mettre en évidence. C'est bien pour ça que la plupart du temps, il faut passer par des rénovations complètes, et notamment sur les sols et huisseries, qui nous permettent
d'enlever tous ces petits points d'accroche qui pourraient y avoir avec le temps, mais en effet, après, ce sont souvent des résidus et qui nous amènent à faire des gros travaux de rénovation. C'est vrai Donc que voilà. sur l'école Tazieff, le mandat en 2020, nous avions changé toutes les menuiseries de l'étage et posé des volets roulants sur l'ensemble du bâtiment. Donc ça va déjà enlever des points d'accroche. Voilà. Ok, très bien. D'autres questions? Alors, je vais vous proposer de délibérer pour cet avenant au lot numéro 1 qui approuve signer un avenant donc 3 468 € avec l'entreprise Selvi, titulaire du lot numéro 1, chantier de rénovation extension de l'école Tazieff, pour un montant initial de 29 766 € TTC. 3 468 € TTC. Que le nouveau montant définitif du marché au lot numéro 1 est de 33 234 € TTC. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération suivante, garantie d'emprunt SDH. Donc la SDH sollicite, comme maintenant on le voit souvent, et tant mieux d'ailleurs qu'on le voie souvent, la SDH sollicite la garantie d'emprunt de la commune pour assurer le financement des travaux de rénovation de la résidence Molière à Fitilieu. Les travaux consistent en la réfection des colonnes de descente des eaux usées et aux vannes. Le montant des travaux est estimé à 312 000 €. L'organisme HLM investit, 31 206 € de fonds propres et emprunte 280 857 € sur 20 ans à 3% auprès de la CDC. Sous réserve de la réception du dossier de financement réglementaire, il conviendra de valider la garantie d'emprunt de la collectivité à hauteur de 40% du prêt de la CDC. Les 60% restants sont à la charge de garantie de l'intercommunalité. Alors, je dis tant mieux qu'on ait régulièrement ces demandes de garantie d'emprunt, parce que c'est preuve à minima qu'il y a des travaux qui sont réalisés sur le territoire, et notamment sur les offices HLM, par les offices HLM sur leurs bâtiments, qui en ont souvent bien besoin, on s'en rend compte régulièrement, pour ceux qui y ont habité ou pour ceux qui y sont régulièrement confrontés. Donc là, les Molières à Fitilieu, on est tous d'accord, c'est la rue qui est, rue des Molières, ça tombe bien, qui est entre le stade et la cantine école de Fitilieu. Toujours pareil, le même mécanisme. 40% pour la commune, 60% pour l'intercommunalité. On précise un petit peu tous les montants parce que c'est réglementaire, évidemment, notamment les taux d'intérêt du bailleur. Quelques illustrations. Qui parlent d'elles-mêmes. Bon, parfait. Très bien. Des questions par rapport à cette garantie d'emprunt? Juste une petite remarque désagréable, c'est que la commune doit bien aller, puisque vous avez garanti un emprunt l'autre jour pour le parc Bissau sur 40 ans, que ça m'avait fait bondir au plafond, puis maintenant vous garantissez un autre emprunt sur 20 ans. On n'arrête pas. Ouais, formidable. On n'arrête pas. Si j'ai besoin d'un petit prêt, je peux aller vers vous. Alors, si c'est la CDC, si c'est la Caisse des dépôts consignation qui vous envoie et que c'est dans le but d'une rénovation d'un immeuble social dont vous avez la propriété, ça sera avec plaisir. Merci. Voilà. À partir de là, cette question, évidemment, elle est habituelle et vous avez raison de la reposer. C'est vrai, on garantit, les collectivités garantissent les emprunts des bailleurs sociaux. Ça a toujours été. Certaines ne le font pas, refusent de le faire. Et à partir de là, eh bien, elles refusent également les travaux sur les immeubles. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on a besoin sur nos quelques groupes sociaux, notamment le bailli, qui va être immensément ravalé, si on peut dire, en tout cas, où il va y avoir un énorme travail de réhabilitation sur ces immeubles qui en ont besoin. Si on peut travailler sur les Molières, si on peut travailler sur les logements de l'OPAC également à la Bâtie-Divisin, à côté du stade, qui ne sont pas prévus encore aujourd'hui, mais qui sont des passoires thermiques. Si on peut travailler également sur le projet, sur les immeubles du Nétrin, les immeubles du Nétrin qui sont peut-être la quintessence
de l'habitat social sur la commune, eh bien, à partir de là, nous serons satisfaits de pouvoir garantir ces emprunts à hauteur de 40% auprès des bailleurs sociaux. Voilà. Qui s'oppose à cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 8, décision modificative numéro 1 au budget communal. Voilà. Alors, premier conseil municipal depuis le vote du budget et première décision modificative. Il convient de régulariser une prévision budgétaire inscrite au fonctionnement alors qu'elle devait figurer en investissement pour le produit de la vente du terrain route de Lyon pour 400 000 €. Il convient également de prévoir les crédits pour la vente à l'euro symbolique de différentes cessions, notamment le terrain au syndicat des eaux, un chemin déclassé à la bâtie, le chemin déclassé de la bâtie du Lisin et le tableau Ramponi. Enfin, il convient d'ajouter des crédits oubliés pour l'opération d'extension de réseau électrique au chemin de l'Étendière pour 46 000 €. Alors, rapidement, nous avions inscrit sur une mauvaise ligne budgétaire l'issue du produit de la vente du terrain route de Lyon. On y avait placé en fonctionnement alors que cela devait figurer en investissement. Alors attention, on ne dit pas qu'on va vendre le terrain route de Lyon à hauteur de 400 000 €. On dit qu'on avait inscrit cette ligne dans nos recettes probables si nous souhaitions vendre à ce terrain certainement. Donc il fallait l'inscrire au bon endroit et donc ce sera fait après cette délibération. Et puis également de prévoir les crédits pour la vente à l'euro symbolique. Alors là, pour le coup, c'est pas ce qui va énormément ramener d'argent, mais en effet, les différentes sessions, syndicat des eaux, chemin déclassé de la bâtie, le tableau Ramponi, comme vous le savez, la commune a un tableau de monsieur Ramponi, Ferdinand Ramponi, en sa possession, et elle va le rétrocéder à l'euro symbolique, à un organisme de protection du patrimoine local. Est-ce qu'il y a des questions sur cette décision modificative qui, pour le coup, porte énormément sur du changement de ligne, et puis également des 46 000 € pour le chemin de l'Étendière, où il y a un renforcement et une extension du réseau électrique, voilà, qui, pour le coup, n'avait pas été prévu. Ce chemin de l'Étendière, c'est celui qui longe le stade route de Lyon, pour aller dans les terres côté sud, qui va recevoir plusieurs lieux d'habitation, plusieurs villas, plusieurs petits immeubles également, qui ont déjà vu leur activité commencer, leur réalisation, excusez-moi, commencer, et où il y a des panneaux également de commercialisation sur la route. Pas de questions? Alors, qui s'oppose à cette décision modificative numéro 1? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 9, déclassement de la rue Léo Lagrange. Alors depuis déjà quelques années, la rue Léo Lagrange, pour que tout le monde situe bien, c'est la rue justement qui est située à proximité du mur démoli de l'école Tasief, du mur côté est, donc qui donne directement sur la cantine et le petit chemin qui rejoint la poste. Cette rue, qui depuis maintenant 5 ou 6 ans, me semble-t-il, est piétonne, eh bien, n'a jamais été déclassée en tant que route officiellement. Ce qui peut, à l'avenir, poser quelques problèmes administratifs, j'ai envie de dire, pour la commune, mais tout simplement que de petits soucis. Donc, pour pouvoir la déclasser officiellement, enfin, pour pouvoir lui donner cette vocation piétonne officiellement, et ça tombe bien, ça va dans le sens également du projet d'agrandissement et de rénovation de la cour école de l'école Tasief, et bien, il convient de la déclasser officiellement. Ce qui aurait pu être fait il y a quelques années, nous allons le faire et le régulariser aujourd'hui parce qu'il y avait sans doute une période d'essai pour voir si tout cela fonctionnait, et notamment la coupure de cette route au milieu, et qui aujourd'hui est coupée de ces deux côtés. Est-ce qu'il y a des questions ? Tout le monde situe bien la route. Pas de souci. Il y a une délibération qui est assez explicite, je crois.
Je peux vous en porter connaissance à tous si on peut la relire pour que ce soit clair. Je rappelle que cette voie présentait un risque pour la sécurité des enfants en 2015 du fait de son étroitesse. Cette voie n'est plus ouverte à la circulation publique. Une jardinière empêche en effet les véhicules d'emprunter la rue Léo-Lagrange et de rejoindre la rue Ramponi depuis la rue Jean Jaurès ou également dans l'autre sens. De plus, cette voie ne permet l'accès véhicule à aucune propriété privée puisqu'aucune porte de garage ou aucun portail ne donne sur cette voie. Il est donc proposé, conformément à ce qui a été présenté au CM, de valider dans la délibération 2022 B11 d'organiser une enquête publique pour le déclassement de la rue Léo-Lagrange. Donc aujourd'hui, nous validons, oui, l'enquête publique où certaines personnes, habitants, qui ont l'habitude de passer par là, ou autres, eh bien, peuvent venir apporter leurs idées auprès de l'enquêteur public dans le but d'un déclassement de cette voie. Claire. Le mur va être remplacé par quoi? Par une grille, pardon. une clôture grillagée en fait. D'accord. Des clôtures comme il y a à l'école de Fitieux, là, rigides, soudées. Et la voie, donc, elle sera cette route débaptisée, là? Ça va devenir une route Il y a une piétonne? partie qui sera récupérée pour agrandir la cour de l'école, qui sera donc fermée et sécurisée sur le temps scolaire. Et hors temps scolaire, cette partie sera accessible au public. Micro. La population puisse bénéficier aussi de cet espace de temps libre. Ouais. Mais ça ne sera pas large? Je comprends pas. Ah oui, ça sera juste un chemin pour le piéton, alors après. Non. Ça sera récupéré, ça sera en cours d'école. Ouais. Après, il y aura des portails qui seront ouverts hors temps scolaire pour que les gens puissent accéder à cette partie et faire le tour. Parce que là, il y a bien des entrées, il y a bien des... Non. Bah, sur la partie qui va être condamnée, évidemment, il n'y a pas d'entrée. Hein. Oui. Parce qu'on ne va pas forcer quelqu'un à rentrer dans la cour de l'école, c'est évident. Alors là, on parle de deux choses différentes. Il y a le premier point qui est déjà le déclassement légal de la rue. Ça, c'est une chose. C'est ce pourquoi on parle ce soir pour lancer l'enquête publique dans un but de déclassement de la rue demandé par, par la municipalité. Ensuite, il y a comment va être réalisée la cour de l'école, et notamment, en effet, ces questions-là qui ont eu avec, excusez-moi, où il y a eu beaucoup d'échanges avec les voisins, notamment, par rapport à la configuration de la prochaine rue d'école. Et donc, le projet E3D et cours scolaire qui était fait avec l'académie était de proposer d'avoir une cour dite ouverte. Alors, la cour pouvait servir le temps scolaire pour les élèves, évidemment, parce qu'on ne pourra pas se permettre de faire rentrer quiconque à l'intérieur de la cour pendant le temps scolaire, mais qui, hors temps scolaire, s'il y a des jeux, des panneaux de basket, quelque chose, dans des horaires qui correspondent évidemment à la vie des citoyens, ça c'est aussi une question qui a été prise en compte, eh bien, va pouvoir servir aux voisins, aux riverains qui souhaiteraient aller dans la cour. Parce que l'idée du projet E3D, c'est aussi énormément de rendre les sols perméables, d'apporter des coins de fraîcheur, d'apporter de la végétalisation, d'apporter de l'herbe, au-delà des jeux, des cages de foot, des paniers de basket et tout cela. Donc où tout le monde pourrait trouver eh bien son bonheur, notamment pour les jeunes qui pourraient bénéficier, les enfants, les petits-enfants qui pourraient profiter des jeux installés pour l'école, et puis d'autres personnes qui pourraient profiter le week-end d'aller se mettre sur le banc dans la cour ombragée pour pouvoir passer du temps. Voilà l'idée. Hélène, et autre chose? Non? Ok. Alors, qui s'oppose à cette délibération de proposition de déclassement de la rue Léo-Lagrange, qui passera de fait par une enquête publique dans un premier temps, donc où évidemment les personnes pourront en parler. Qui s'abstient? Merci. Une abstention? Création, suppression de postes. Les conditions d'ancienneté d'un agent administratif lui permettent de changer de grade et de passer, excusez-moi, voilà, j'enlève la bouteille, et de passer adjoint administratif de seconde classe à temps complet au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe. Donc il convient de créer le nouveau poste et de supprimer l'ancien, comme on le fait régulièrement depuis le début de ce mandat pour la requalification des agents, la promotion également des agents.
Des questions par rapport à ce point purement administratif? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et nous avons épuisé notre ordre du jour et nous allons pouvoir passer aux questions diverses pour toutes les personnes qui le souhaitent. Alors Claire en premier, ensuite Jean-Marc. Claire, je t'en prie. Alors en fait, moi j'ai été interpellée sur la route de l'Araignée à Fitilieu. Parce qu'on me dit que les voitures, les camions passent très vite, alors que c'est très limité. Donc il y a un... Contraint, très contraint. Oui. Ouais, complètement. Donc savoir ce qu'on peut faire, pas faire, ce qui a été prévu ou pas. Bah, sur cette route-là, on a mis des chicanes déjà. On a interdit le transport de plus de 7 tonnes 5, qui était déjà le premier cas compliqué, parce que c'était... Alors, au départ, on avait interdit les plus de 3 tonnes 5, parce que le principal danger, j'ai envie de dire, c'était les gros porteurs qui coupaient par là. Et ça, c'était récurrent. Il y a eu une interdiction qui a été mise aux 3 tonnes 5, qui a été déplacée aux 7 tonnes 5, pour que le monde agricole puisse quand même passer par cette rue. Il se trouve que, pour plus de sécurité, parce qu'il y avait une sortie dégagée, notamment sur la rue... sur la route de Genève, rue Victor Hugo. Il se trouve que ça a fait arrêter les camions en majorité, mais pas en totalité. De fait, moins de camions, plus d'espace, plus de vitesse également. À partir de là, ont été installées des chicanes en début de mandat, en début donc 2020-2021, pour donner un essai qui a porté satisfaction. Et puis aujourd'hui, qui arrive à ses limites, c'est-à-dire que ça a fait ralentir, mais ça roule toujours trop vite. C'est évident. Et ça roule toujours trop vite, mais ça roule surtout énormément sur cette rue-là. Et ça, malheureusement, je ne suis pas sûr que la commune ait les moyens de l'endiguer hors fermer complètement la route. C'est vrai qu'on le voit de plus en plus, c'est un itinéraire de délestage. Notamment les personnes qui viennent passer par le centre de Fitilieu, soit dans un sens la Tour du Pin, enfin la Tour du Pin, Chimilin, soit Chimilin, la Tour du Pin, et qui viennent couper par cette rue pour récupérer la route du stade, pour récupérer le village, et ainsi de suite. Et ça évidemment, c'est assez désagréable, notamment pour ceux qui habitent à proximité, forcément pour ceux qui habitent à proximité. Il y aura sans doute des tests à effectuer sur cette rue pour voir un petit peu la dangerosité et la vitesse par rapport aux autres secteurs. C'est quelque chose qui peut être fait, qu'on avait déjà fait, où on se rendait compte qu'il n'y avait pas tant d'excès de vitesse. Par contre, il y avait un sentiment d'impression qui était lourd. Oui, Franck. On peut installer le radar pédagogique. Dans un premier temps, pour revoir un petit peu. Ça indiquera le nombre de passages, la vitesse. Mais il faut savoir que ça roule vite de partout. Oui, malheureusement, c'est vraiment ce qu'on peut répéter souvent. On est tous interpellés, Claire, comme tu le dis, et les autres également, sur la vitesse. De fait, ça, c'est vrai que c'est un gros souci. Malheureusement, tout le monde roule vite quand c'est pas devant chez lui, et tout le monde roule doucement quand c'est vers chez lui. Parce que c'est sûr qu'avec le nombre de personnes qui viennent souvent nous rappeler ça à la commune et aux élus, de fait, il semblerait que personne ne roule très vite, mais il doit bien y en avoir quand même qui roulent assez vite. Alors c'est sans doute des personnes qui sont d'autres villages, j'en conviens, mais quand même, c'est vrai que c'est quand même difficile aujourd'hui d'avoir une seule rue qui est sécurisée. Je connais personne qui peut me dire non, mais alors moi ma rue, il n'y a pas de problème, quoi. Franchement, ça va nickel. Ça roule doucement, les gens sont attentifs et ils respectent tout. Ça n'existe pas. Par contre, en effet, à un moment, on a un sentiment de contrainte, et ce sentiment de contrainte accentue l'effet de vitesse. Et on a beaucoup de rues comme celle-ci. Donc, ce qu'il faudrait, c'est peut-être qu'on mette le radar pédagogique dans un premier temps déjà pour bien vérifier qu'on est sur un axe normal, j'ai envie de dire. Jean-Marc. Je touche pas le micro quand on l'a allumé, j'ai écrit sur le papier. Juste pour vous prévenir, donc le conseil municipal des enfants, qui était initialement prévu demain, aura lieu mardi prochain. C'était trop compliqué du fait du retour des vacances de le maintenir le 3 mai, même si mes deux éminentes secrétaires seront absentes. On va trouver d'autres solutions.
Et voilà, donc le conseil municipal des enfants continue à travailler, des projets qui vont aboutir ou qui ont déjà abouti, et d'autres projets qui malheureusement ne pourront pas être faits dans l'état. Autre chose au niveau des appels à projets, on a eu donc 3 appels à projets qui ont été déposés sur cette session. Certains appels à projets ont demandé un retravail au niveau des budgets, donc c'est en cours. Et donc voilà, ils auraient dû être présentés maintenant, mais c'est un petit peu décalé du fait des besoins de retravail des budgets. Voilà. D'autres questions diverses? Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre participation à ce conseil municipal. Merci à tous.